Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 58e webinaire Parlons RH. Je suis Thomas Chardin, je suis le dirigeant fondateur de Parlons RH et c'est moi qui vais avoir le plaisir cette matinée avec vous et pour vous d'animer ce webinaire sur le sujet suivant, paye et processus RH au cœur de l'expérience collaborateur. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui vais parler. On a le plaisir de recevoir une experte du sujet en la personne d'Estelle Taverna, Product Manager Paye et RH de Talentia. Bonjour Estelle. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour traiter de ce sujet. Voilà l'ordre du jour que nous vous proposons. D'une part, Estelle nous présentera ce dont il s'agit quand on parle de paye, de processus RH et d'expérience collaborateur. On essaiera de définir un peu la thématique de la matinée. Après, on verra avec elle pourquoi c'est important, tant pour les collaborateurs, pour les managers, pour le service paye et RH, et puis pour l'entreprise. Et puis, troisième temps fort, si je puis dire, on verra quels sont les champs d'application, les périmètres fonctionnels de la paye, des processus RH et de l'expérience collaborateur. Ce qui me semble particulièrement important de vous dire, c'est que vous devez poser vos questions à Estelle. Elle est là pour vous, donc n'hésitez pas, faites-nous vos retours d'expérience. Et vous pouvez commencer pour ce faire, par vous présenter dans le chat, juste nous mettre votre prénom et votre fonction, éventuellement votre entreprise, pour qu'on puisse commencer à faire connaissance et puis vous puissiez aussi faire connaissance entre vous. Je rappelle juste qu'il y a une différence entre la boîte de chat, qui est là pour discuter et chatter, converser, et puis la boîte de questions, où là, vous pouvez vous adresser directement à Estelle et on prendra toutes vos questions, sans exception, à son attention. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même dès maintenant lui poser des questions. Et c'est d'ailleurs ce que je vais commencer par faire. Et avant d'adresser cette première question qui est de quoi allons-nous parler ensemble, Estelle, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, qui es-tu? Et aussi également, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Talentia, que fait, qui est Talentia? Et sois encore la bienvenue, merci d'être là parmi nous. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin, avec toi Thomas et avec vous tous. Alors, d'où je viens? Alors, d'une toute petite ville au milieu des Alpes, mais c'est pas vraiment le sujet. Je viens de la paye, vraiment. Ça fait un peu plus de 15 ans que je fais de la paye. On est même plutôt près des 20 ans maintenant. J'ai commencé par un rôle de gestionnaire de paye. Je faisais de la paye dans une société de travaux publics, donc une paye assez complexe, avec les particularités. Ça m'a permis de mettre le nez dedans dès le départ, dès le premier job. Ensuite, j'ai continué à faire de la paye en tant que gestionnaire de paye chez ADP, chez un éditeur. Et puis, je suis retournée côté client en tant que responsable paye chez Apple pour la France. Et puis ensuite, je suis revenue dans le monde du logiciel, chez Sage cette fois, en tant que consultante paye. Donc là, je faisais des implémentations de projets paye, de solutions de paye. Et puis, j'ai rejoint Talentia il y a 3 ans maintenant, d'abord en tant qu'avant-vente paye RH, et puis depuis un petit peu plus d'1 an en tant que product manager sur la paye et la RH. Je vais peut-être préciser un petit peu ce que c'est qu'un product manager, parce que c'est pas forcément évident. Donc, globalement, c'est un rôle assez transverse dans l'organisation. Les grands piliers sont de regarder, bien sûr, ce que font les concurrents, de décider ce qu'on va mettre dans notre produit, qu'est-ce qui est pertinent. Alors, toute la partie légale, bien sûr, mais aussi tout ce qui va nous différencier, tout ce qui va apporter du confort à nos clients. Et puis, la notion de prix, bien sûr. Et puis, voilà, l'accompagnement des divers services dans l'organisation pour réaliser les missions. On peut dire que c'est le responsable du produit et qui requiert une expertise métier pointue, comme tu l'as très bien démontré dans ton parcours. Exactement, voilà. C'est le chef du produit, globalement. Et c'est pas la valeur ajoutée de ce métier, c'est l'expertise métier, c'est de savoir de quoi on parle, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur Talentia avant qu'on commence tout de suite le webinaire? Ok, bien sûr. Donc, Talentia, c'est une entreprise de 430 collaborateurs aujourd'hui. Et on a 2 piliers, vraiment 2 piliers, la finance et la RH. On a un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros sur l'année 2021. Et puis, on a à ce jour, alors j'espère que ce chiffre va grossir, mais 3600 clients. D'accord. Alors, juste, tu viens d'évoquer un certain nombre de chiffres. Je vais te poser très rapidement des questions pour qu'on
comprenne mieux et qu'on sache mieux d'ailleurs aussi à qui on a affaire. Tu dis 3600 clients, c'est des clients, c'est quoi? C'est des TPE, des PME, des ETI, des groupes internationaux. Est-ce que je profite, je pose une première question, mais j'en pose une deuxième tout de suite. Le positionnement de Talentia, c'est quoi? C'est un acteur français, un acteur européen, un acteur international? Alors, deux questions donc. Deux questions. La première, quel type de clients globalement des ETI? Notre cible, on va être sur 500, 5000 salariés. Peu importe le domaine d'activité, c'est-à-dire qu'on est capable d'adresser tous les domaines d'activité dans le secteur privé. On ne fait pas de public aujourd'hui. C'est une société qui est française à la base avec un positionnement européen. Donc, on a des équipes qui sont essentiellement en France et en Italie. C'était la deuxième question. C'est ça. Voilà, et vous êtes sur d'autres pays européens? Alors, on est implanté également en Espagne, au Portugal et en Grèce. Et puis une petite antenne au Royaume-Uni. Mais plutôt l'Europe du Sud, quand même, globalement, le gros de notre activité. Et deux questions très rapides. J'en ai posé deux, j'en repose deux, puis après, on rentre vraiment dans la première question. Tu as évoqué deux piliers, finance et RH, et je vois 57 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi la répartition? 70% pour la finance, 30% pour la RH? Alors, sur les 3 dernières années, on était globalement à 50% sur la finance, 50% sur la RH. Récemment, là, sur l'année 2021, la paye et la RH prend un petit peu l'ascendant sur la finance. Donc, on est plutôt en développement sur la partie paye et RH. Donc, une bonne dynamique sur la partie paye et RH. Très bonne dynamique sur la partie paye et RH, effectivement. Les 430 salariés, ils sont en France, et je vois que vous êtes à La Défense, oui. Place des Vosges, et dans les Alpes. Mais ils sont situés où, les collaborateurs? Alors, on a effectivement notre siège en France qui est à La Défense. On a une très grosse agence à Nantes avec tout le service récurrent. Donc, tous les gestionnaires de paye qui accompagnent au quotidien nos clients sont basés à Nantes. Et puis, on a également une agence à Lyon et une agence à Marseille. Marseille, c'est essentiellement la R&D. D'accord. Donc, toute la recherche et développement se fait à Marseille. Donc, on va dire ancré sur le territoire. Très ancré sur le territoire français, effectivement. Ok, on a affaire à un éditeur spécialiste en RH qui marche bien et surtout à une experte de la paye et du produit. Ça tombe bien pour traiter du sujet. Paye et processus RH au cœur de l'expérience collaborateur. Est-ce que tu peux nous dire ce dont on va parler justement durant les 40 prochains, un petit peu moins, j'ai oublié de préciser en introduction que le webinaire durera 45 minutes, on arrêtera à 11h45. Précise, on essaie d'être toujours hyper timé chez Pardon RH. Alors, de quoi on va parler? On va parler de paye, on va parler de processus RH et on va parler d'expérience collaborateur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la paye? Qu'est-ce que c'est la paye? Ça va être tout ce qui va toucher à la rémunération du salarié. Donc, son bulletin de paye, bien sûr, puisque c'est ce qui concrétise tous les mois. Aussi, un petit peu la partie effectivement déclarative qui va avec cette paye. Et puis, la gestion administrative, qui est très liée à la paye. Les processus RH, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va travailler autour de la paye et autour de la vie du collaborateur. Un processus RH, c'est un enchaînement d'actions un enchaînement d'actions qui va faire intervenir différentes personnes. C'est-à-dire que dans un processus RH, on va avoir plusieurs actions, par exemple un acompte. C'est le collaborateur qui fait sa demande d'acompte et puis il y a une action également de la personne en paye qui va valider l'acompte et qui va passer l'acompte sur la paye. Donc voilà, un processus RH, c'est un enchaînement d'actions menées par plusieurs personnes. On peut dire processus collaboratif ou dans le sens où plusieurs personnes interviennent? Exactement, un processus collaboratif, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir des collaborateurs, des managers, un responsable paye, un responsable RH. D'accord, donc c'est ce dont on va parler, paye et on va dire, je ne sais pas quel est le terme, procédure ou chaîne de valeur dans lesquelles interviennent plusieurs différents acteurs. Exactement, les processus, voilà. Tu as cité les acomptes, est-ce que tu auras un autre exemple de processus? Je pense qu'on va en voir d'autres par la suite. Mais... On va en voir d'autres, effectivement, mais dans les plus simples, on va dire, et dans les processus qui vont être liés à la gestion administrative, donc directement avec un impact direct en paye, on va avoir, par exemple, le manager qui va déclarer des heures supplémentaires pour son collaborateur. Le manager, il donne des heures supplémentaires, il y a une validation paye et il y a un passage en paye. D'accord, donc c'est OK. Donc on va avoir le rôle du manager, le rôle du salarié et cette dynamique de
de validation, un processus de workflow. C'est comme ça qu'on C'est comme ça qu'on appelle ça, un workflow, effectivement. Donc, Processus. le workflow, c'est le flux, effectivement, qui fait passer l'action du collaborateur vers son manager, vers le service RH et vers le responsable paye, par exemple. Je suppose qu'on a besoin d'un outil pour couvrir tout ça. On a bien sûr besoin d'un outil pour ça. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un portail collaboratif ou un portail RH, c'est-à-dire que c'est un outil qu'on va mettre à disposition du collaborateur, du manager et du professionnel RH pour pouvoir lancer et mener les différentes actions. Alors bien sûr, le portail que le salarié voit, il sera forcément différent du portail que voit le responsable RH. Mais globalement, c'est un seul point d'entrée pour tout le monde. L'objectif, c'est de centraliser tous ces processus. Et je suppose que le portail manager va être aussi, lui, différent. Bien sûr, chacun aura un portail adapté à ses besoins. Et vas-y, je t'en prie. on va parler également donc d'expérience collaborateur. Alors, pourquoi l'expérience collaborateur ? Parce que les 3 sujets sont intimement liés. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur, elle est induite un petit peu par ce qu'il va vivre au sein de l'entreprise avec l'impact de la paye, l'impact des processus RH. On sait très bien dans une entreprise que si la paye, elle ne fonctionne pas bien, si elle arrive en retard, si elle est fausse, ça a un impact direct sur l'expérience du collaborateur. Et ce qu'il faut bien entendre, ce qui est très important à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, le collaborateur, c'est un client. C'est un client du service RH. Et donc, la satisfaction du collaborateur, elle est aussi importante que la satisfaction des clients pour une entreprise. Effectivement, il est peu probable qu'il y ait des clients satisfaits si les collaborateurs, eux, ne le sont pas, et il est peu probable que des collaborateurs soient satisfaits s'ils n'ont pas de bulletin de paye juste en temps et en heure. Je réduis un petit peu le propos que tu viens d'évoquer. Exactement. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, et à faire vos retours d'expérience. Estelle est là pour vous. Alors, on est dans la phase introductive, mais vous pouvez dès maintenant poser des questions. Et je vois Ismaïla qui pose une première question. Alors, j'ai presque tendance à vouloir y répondre parce que j'ai bien écouté tout à l'heure, mais je te laisse répondre. Elle te pose la question suivante. Est-ce que vous faites la paye pour le secteur public ? Pas encore, non. On fait aujourd'hui pas la paye pour le secteur public parce que c'est un métier à part entière, effectivement. C'est une paye qui est à part. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la paye du secteur privé. Et je crois que vous faites le parapublic. On fait du parapublic, oui. Donc, et on fait notamment beaucoup de médico-social. Et en plus, pardon, je crois que vous faites aussi des secteurs particulièrement complexes, parce que dans le secteur privé, vous avez tout un tas d'activités, et je crois que vous traitez quasiment tous les cas. On traite quasiment tous les cas avec une très forte présence dans le secteur donc, du médico-social, avec quand même des particularités réglementaires assez fortes, et également une forte présence sur les ESN. Parce que alors, les ESN, donc les entreprises de services numériques, ont un gros besoin de décentralisation, justement, avec une population de collaborateurs très connectés. Donc, effectivement, on travaille beaucoup avec ce type d'entreprise et on a vraiment des partenariats, c'est-à-dire de l'échange quasiment quotidien avec nos clients sur leurs besoins. Je m'inspire beaucoup de leurs besoins, justement, dans mon rôle pour enrichir nos roadmaps et ce qu'on souhaite faire. Merci. Et puis, Gladys te pose une question très directe. La paye est une obligation. Alors, en quoi fait-elle partie de la satisfaction collaborateur ? Alors, oui, c'est une obligation, mais on a différents. On peut être, par exemple, le service des impôts, c'est une obligation, mais je peux avoir une expérience collaborateur qui va être différente vis-à-vis de mon interlocuteur, vis-à-vis de la manière dont je vais déclarer mes impôts, même si on est d'accord que c'est une obligation. Donc oui, on est obligé de payer les salariés, mais on a différentes manières de le faire. Alors, je ne parle pas en termes de montant, je ne parle pas payer plus ou moins mes collaborateurs, mais de la transparence, par exemple, de la communication. Je vais expliquer clairement ce qui se passe dans le bulletin de salaire avec le PAS qui est arrivé, comment j'ai communiqué auprès de mes salariés pour expliquer les changements sur son bulletin, l'impact du prélèvement à la source. Donc voilà, on est toujours dans « je paye mes salariés », mais on a différentes manières de le faire. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant cette question parce qu'on est un peu au cœur du sujet. Pour faire un jeu de mots sur le titre du webinaire, au cœur de l'expérience collaborateur. C'est pas parce que justement il y a un caractère obligatoire que ça ne joue pas sur le vécu des collaborateurs et peut-être que les entreprises ont eu trop tendance à considérer l'ensemble des obligations légales comme étant une nécessité, une contrainte et donc il faut le faire, mais on ne le fait pas dans cette dynamique-là qu'on vient d'évoquer, qui est celle de la génération de l'expérience collaborateur.
Et donc, il y a effectivement peut-être à chaque fois deux manières de le faire, une bien et une pas bien, ou en tout cas une qui considère l'expérience collaborateur et une autre un petit peu différente. C'est ce qu'on va voir justement. Valérie, je vois bien votre question. Je vais juste poursuivre le webinaire. Évidemment, on prendra votre question par la suite. Donc, on a vu ce que c'était rapidement. Le but est de pouvoir échanger aussi avec vous sur ces différents temps forts. En quoi est-ce justement si important pour poursuivre le webinaire? Quels sont les bénéfices? Là, on voit collaborateur et manager. Quels sont les bénéfices pour le collaborateur et pour le manager? Alors, effectivement, pourquoi c'est important? Parce que ça touche tout le monde dans l'organisation. Le collaborateur, le manager, le service RH et l'entreprise, l'entité en tant que telle. Alors, c'est important pour chacun de ces acteurs pour différentes raisons. Alors, le collaborateur, c'est important parce que on va pouvoir, l'objectif, c'est de lui amener l'information en temps réel, facilement, de manière intuitive pour lui, qu'il n'ait pas à aller chercher l'information. L'objectif, c'est vraiment de fluidifier la communication et de rompre un petit peu les barrières qu'il y a historiquement avec le service paye, c'était une fonction support, personne ne savait où ils étaient ni à quoi ils ressemblaient. Aujourd'hui, on a envie de couper cette barrière-là et de se dire le collaborateur et le service paye ou le service RH, c'est des collègues et ils doivent se parler, ça doit pouvoir communiquer. Donc, une meilleure information. On veut aussi simplifier la vie du collaborateur. Son job, c'est pas de remplir des papiers sur son adresse, son changement de RIB. Il ne faut pas que ce soit le parcours du combattant pour lui, pour dire j'ai eu un enfant il y a 15 jours, je voudrais changer mon option de mutuelle. Voilà. Il ne faut pas que ce soit source de stress et d'inquiétude. Son travail à lui, c'est pas de faire ça. Donc, il faut qu'il puisse se concentrer sur ses tâches et que le reste, finalement, ça ne lui pose même pas de sujet. Ce qu'on cherche aussi à travers tout ça, c'est d'impliquer le collaborateur dans la vie de l'entreprise. Si on l'implique dans la vie de l'entreprise, il va avoir un sentiment d'appartenance qui va être plus fort, il va se sentir mieux, il va faire la pub de l'entreprise, etc. Et on va rentrer dans un cercle vertueux. Pour le manager, pourquoi c'est important pour lui? Parce que le manager, c'est pas un professionnel RH. Et pourtant, on va lui demander de faire des tâches RH, et de plus en plus. Mais donc l'objectif, ça va être vraiment de simplifier pour lui toutes les actions RH qu'il va avoir à faire, parce que c'est pas son métier, parce que c'est pas son cœur de métier. Et comme le collaborateur, il faut qu'il puisse se concentrer sur son quotidien de manager. Donc, simplifier ses tâches et puis aussi lui apporter une meilleure visibilité sur son équipe. Donc, par exemple, les absences de son équipe, les rémunérations, parce qu'on sait que le manager, il a des demandes d'augmentation, il va avoir des collaborateurs qui vont venir le voir en disant « mais pourquoi moi, je suis moins payé que mon collègue ?» Donc voilà, c'est lui apporter tous ces outils pour pouvoir répondre et avoir toutes les informations nécessaires pour bien pouvoir piloter son équipe. On va pouvoir aussi effectivement lui mettre à disposition un catalogue de formation pour qu'il puisse faire monter en compétence son équipe. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de mettre à disposition du manager tous les outils pour lui permettre de piloter réellement son équipe et de pouvoir se concentrer sur l'évolution de son équipe. On voit qu'il y a un peu un effet miroir entre les bénéfices pour les collaborateurs et les managers dans la simplification et de le fait de se concentrer chacun sur son rôle, créer une forme de dynamique. Tu as parlé de cercle vertueux. En quoi ça a fait évoluer le rôle du manager? En quoi il évolue au travers de cette dynamique d'expérience collaborateur et de portail, parce que je comprends bien que c'est le portail qui permet de faire tout ça. Alors, il évolue pour deux raisons, le rôle du manager. Déjà parce que légalement, par rapport à il y a une quinzaine d'années, les choses ont évolué. On ne parlait pas d'entretien annuel il y a quelques années. Donc, il est obligé, le manager, d'être de plus en plus RH, entre guillemets. Donc, ce rôle, il a évolué. Donc, pour l'aider dans l'évolution de ce rôle, l'outil, effectivement, est mis à sa disposition pour lui permettre de faire cette transition de manière le plus accompagnée possible. Donc, son rôle, effectivement, il change. Il n'est plus uniquement manager, il a aussi une fonction RH de plus en plus importante. C'est vraiment le relais RH sur le terrain, le manager aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux exprimer, mais on passe de chef à manager, mais au manager au sens leader. Leader, en fait, la partie RH est intégrée, quoi. La partie RH est intégrée, effectivement. Aujourd'hui, un manager n'est plus juste un manager opérationnel. Et est-ce que c'est franchement nouveau? En fait, simplification des tâches administratives et accès à l'information, si je résume, le fait de pouvoir profiter d'un certain nombre d'automatismes, en fait, c'est ce que permet la technologie. Oui, alors c'est ce que permet la technologie, effectivement, mais
Alors, c'est nouveau, oui et non. C'est-à-dire que les outils, depuis quelques années, permettent effectivement ce genre de choses. Alors, ça a évolué, bien sûr, hein. Il y a une quinzaine d'années, on pouvait simplement demander une absence. Et puis, petit à petit, les outils se sont enrichis. Mais les organisations en face n'étaient pas prêtes. Et j'ai la sensation, effectivement, que le virage s'est fait, et c'est très accéléré, bien sûr, avec l'épisode Covid, où on a été obligé de décentraliser et de virtualiser, de dématérialiser au maximum les tâches administratives. Donc, effectivement, les outils existaient il y a une dizaine d'années, mais les organisations en face n'étaient pas prêtes à mettre en place ces outils, n'étaient pas assez matures. Et aujourd'hui, la transformation, elle est vraiment en place, et on voit que les organisations sont vraiment demandeuses et prêtes à gérer cette On transformation. passe un peu du discours aux actes. En tout cas, on avait l'outil et maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Ça, ce sont les bénéfices pour les collaborateurs et le manager. Quels sont les bénéfices pour le service RH et pour l'entreprise? Alors, pour le service RH, le premier, l'efficacité et l'efficience. Parce que ressaisir une information qui me vient sur un papier de mon collaborateur qui a changé d'adresse, ça a zéro valeur ajoutée pour le service RH, clairement. Donc, zéro double saisie, ça c'est le premier, on va dire. Le service RH, l'objectif, comme le collaborateur et le manager, mais c'est de l'aider à se concentrer sur les tâches réelles, à réelle valeur ajoutée de son métier. Donc, pas de ressaisie, pas de retraitement de l'information. Si on ne retraite pas l'information, ça évite d'en perdre et ça évite les erreurs. D'apporter de la fluidité dans les process, donc simplement des étapes de validation, de contrôle et d'analyse pour les services RH. Et puis, une visibilité en temps réel. Avant, tant qu'on n'avait pas rentré toutes les informations de paye dans l'outil, on n'était pas capable d'avoir une visibilité. Maintenant, ces informations, elles sont saisies au fil de l'eau depuis la source, donc soit le collaborateur, soit le manager. Donc, ça permet à n'importe quel moment d'avoir une visibilité de l'état d'avancement. On n'a pas évoqué un point, pardon, avant de passer sur la notion d'entreprise, peut-être que c'est pas le moment. C'est peut-être pas le moment. La signature électronique, tu l'évoques pas, mais peut-être qu'on n'est pas encore dans le. Alors, dans la signature électronique, effectivement, ça fait partie des process RH que les entreprises mettent en place pour faciliter, fluidifier l'information. On n'envoie plus un contrat de travail édité à notre collaborateur qui nous le renvoie par la poste, etc. Donc, ça fait partie, effectivement, et c'est probablement un des changements les plus importants dans la fluidité des process, de se dire on n'imprime plus rien, on n'a plus de temps d'envoi postaux, etc., de recommander à aller chercher. La signature d'un contrat, elle peut se faire tripartitement dans la journée. Donc, c'est un bon exemple d'évolution technologique qui est mis en œuvre, qui, en tout cas dont l'usage progresse. Et pour l'entreprise, alors quels sont les bénéfices ? Alors, l'entreprise, elle va retirer forcément, s'il y a plus de productivité au niveau du service RH, au niveau des managers et des collaborateurs parce qu'ils perdent moins de temps à faire autre chose, forcément, c'est des gains pour l'entreprise. L'accélération des processus et permettre aux dirigeants d'avoir une visibilité en temps réel, d'avoir des vrais KPI, c'est aussi quelque chose de très important et c'est vraiment un bénéfice pour l'entreprise. Et l'autre aspect, ça va être l'aspect fidélisation des collaborateurs. Quand on parlait tout à l'heure d'expérience collaborateur, plus l'expérience collaborateur est positive, plus il a envie de rester, plus il va faire la promotion de son entreprise. Donc, quelle est la meilleure pub pour une entreprise que celle faite par ses collaborateurs ? Voilà. Donc, effectivement, les bénéfices pour l'entreprise, ils vont être dans le bien-être des collaborateurs et des managers et du service RH. Donc ça, c'est ce que permet la dynamique d'expérience collaborateur et des processus. En fait, on a évoqué, pardon, je bredouille, mais on a évoqué, je me coupe tout seul, on a évoqué service paye, service RH, service administratif du personnel. C'est la même chose tout ça ou... Alors, oui et non. C'est-à-dire que il y a quand même 3 piliers, un pilier gestion administrative, un pilier paye, un pilier RH. Mais l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. La paye ne peut pas fonctionner sans la gestion administrative, sans la RH. Les 3 sont très liés. Et globalement, dans les entreprises, on se rend compte que souvent, gestion administrative, paye, c'est quand même plus ou moins le même service. Et en tout cas, on peut parler, à mon sens, de service RH au sens large parce que ces 3 piliers, gestion administrative, paye et RH, sont tous les 3 au service du collaborateur. Donc, voilà, on va
moi je parle effectivement globalement de service RH au sens large. Ça inclut la gestion administrative, la paye et le RH. Alors, on repasse à une petite série de questions. Valérie te pose la question suivante. Pour que le collaborateur soit acteur des processus RH et renseigne eux-mêmes certaines infos sur le portail collaboratif, ils doivent avoir un compte, un accès numérique. Ce n'est pas forcément applicable aux collaborateurs professionnellement non digitalisés. Alors, est-ce que tu as des commentaires sur ce point? Oui, alors effectivement, ça nécessite d'avoir un identifiant et un mot de passe. Mais cet identifiant, ça peut être effectivement un mail professionnel, mais le collaborateur n'est pas obligé d'avoir un poste de travail numérique. C'est-à-dire que la plupart des portails sont accessibles depuis des smartphones ou des tablettes. Donc le collaborateur peut, s'il le souhaite bien sûr, c'est difficile de l'imposer, mais utiliser son téléphone personnel avec un mail professionnel et un identifiant pour pouvoir se connecter au portail et poser son congé, faire sa demande d'acompte ou demander un document ou déclarer la naissance de son enfant. Vous avez des clients justement dont les collaborateurs, parce qu'évidemment ça existe, des collaborateurs alors, qui ne sont pas digitalisés ou en tout cas qui souffrent peut-être d'électronisme, c'est-à-dire qui ont pas une aversion mais des difficultés pour utiliser les usages numériques. Donc, oui, tous les collaborateurs n'ont pas forcément accès à un usage, et puis ceux qui ont la possibilité d'avoir un accès ne sont pas forcément alertes sur ce thème-là. Vous avez des clients vous, qui utilisent tout ce qu'on vient d'évoquer et qui ont des collaborateurs qui sont dans cette situation-là? Alors, on a effectivement des clients, bien sûr, dans l'industrie notamment, où tout le monde n'a pas un poste de travail informatique. Donc, on se rend compte, en fait, qu'il y a très peu d'aversion. C'est-à-dire, par exemple, quand on met en place le coffre-fort numérique pour le bulletin dématérialisé, on se rend compte que même dans l'industrie, on a 95% des collaborateurs qui adhèrent au bulletin dématérialisé. Donc finalement, il y a très très peu de réticence à utiliser son téléphone personnel pour poser un congé. Et l'autre possibilité qu'on a, effectivement, on a des clients dans l'industrie, encore une fois, qui mettent dans l'atelier, par exemple, un poste de travail, un ordinateur, et puis chaque collaborateur va pouvoir venir se loguer avec son mail et son mot de passe pour pouvoir poser ses congés. Donc il va utiliser le poste commun de l'entreprise. Donc dans ces cas-là, bien sûr, pour des questions de sécurité, on va mettre une déconnexion automatique très rapide. Comme ça, dès que le collaborateur il quitte le poste, la déconnexion se fait, on s'affranchit des problèmes de confidentialité. Les usages se développent quand même assez vite sur le sujet, mais c'est vrai que ça reste un point. Jean te pose la question suivante. Le lien entre accès à un SIRH et sentiment d'appartenance du collaborateur me paraît intéressant, mais encore un peu flou. Vous appuyez, vous, sur des études pour montrer que parce qu'on peut interagir et connaître les données RH, cela accroît le sentiment d'appartenance. Alors, on n'a pas d'études précises, mais on a des retours clients. Et des retours clients, on échange vraiment très souvent avec nos clients, et effectivement, au départ, quand on démarre un projet, il y a parfois un petit peu une réticence des services RH à se dire, mais est-ce que les collaborateurs, ils vont adhérer? Est-ce qu'ils vont se connecter à l'outil? Est-ce qu'ils vont regarder? Et en fait, on se rend compte, quand on déploie petit à petit les processus, que les collaborateurs, ils sont toujours demandeurs de plus d'informations, plus d'accès. Et donc, pouvoir communiquer et avoir l'information, ça va les impliquer naturellement. Par exemple, un collaborateur, il n'aurait jamais eu l'idée de demander une formation, mais parce que sur son portail, il voit catalogue de formation, il voit ce que propose l'entreprise, et ben il va se dire, tiens, effectivement, cette formation, ça m'intéresse. Et donc, il va s'investir davantage dans sa montée en compétences, et on voit effectivement que les demandes de formation, par exemple, quand on met en place ces portails et ces processus, elles augmentent globalement. En fait, on a une petite étude qui est juste derrière moi, c'est pour ça que je regardais, qui est celle-là, qui est le 5e baromètre de l'expérience collaborateur. Et il y a une ou deux questions sur ce sujet, alors pas exactement précisément sur le sujet pile poil que vous évoquez, l'accès aux données et le sentiment d'appartenance, mais il y a une question qui fait une corrélation entre le degré d'engagement des collaborateurs et le degré de pratique de l'expérience collaborateur. Et on démontre bien, en tout cas l'étude le démontre, sur la base de plus de 450 DRH interviewés, qu'il y a un lien fort entre les entreprises qui déploient une expérience collaborateur, telle que tu viens de l'évoquer, et un engagement plus soutenu.
voire même une fidélisation évidemment plus soutenue. Mais c'est vrai que les études font peut-être défaut sur le sujet et elles sont, à mon avis, assez complexes à mener. Gladys te pose la question suivante. Quels sont les bénéfices et les limites d'exercer le métier de gestionnaire paye en B2B? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, Gladys? Parce que moi, je ne la comprends pas sur la notion de B2B. En business to business, donc Business quels to sont business. les bénéfices et les... Voilà. Les bénéfices et les limites. Peut-être que ce que vous entendez, c'est Ah. dans un service Oui, dans un externalisé. service externalisé, effectivement. Alors, si on se place d'un point de vue gestionnaire de paye, alors les bénéfices pour le gestionnaire de paye, il est concentré vraiment sur son métier d'exercer de la paye. Quand on fait de la paye pour un client qui n'est pas le collaborateur, on a quelque part, on a un filtre entre le collaborateur et la réalisation de la paye, puisque on est hors de l'organisation. Donc pour le gestionnaire de paye, ça va être vraiment de se spécialiser et de se focuser sur les actions de paye. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Les limites, par contre, effectivement, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est de se dire, le gestionnaire de paye, il a moins d'interaction avec les collaborateurs et avec, voilà, il est focus sur son métier. Donc, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la personnalité du gestionnaire. Les gestionnaires qui sont vraiment orientés vraiment sur la paye d'un point de vue, on va dire, métier mathématique, pour lui, il sera peut-être plus épanoui dans une société qui va réaliser la paye pour des clients. Un gestionnaire paye qui aurait plus une appétence gestion administrative, RH proche du collaborateur, peut-être qu'il sera plus épanoui dans un service paye directement en entreprise. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à la compléter, Gladys. Guillaume te pose la question suivante. Est-ce que vous avez un outil de ticketing pour les demandes admin paye en dehors de notre portail RH qui automatise un certain nombre de sujets? Il reste des demandes résiduelles. Aujourd'hui, ça passe par une boîte mail et ce n'est pas satisfaisant. Oubli de traitement, pas de KPI, etc. Un système de ticketing. Alors, un système de ticketing, vous voulez dire dans l'outil pour le collaborateur. Vous n'êtes pas le premier à faire cette demande. C'est quelque chose qui est à l'étude, mais qui n'existe pas aujourd'hui dans notre outil. Mais effectivement, c'est une demande qui revient assez souvent, que le collaborateur puisse effectivement, comme il va faire un ticket au service informatique parce que son ordinateur ne fonctionne plus, qu'il puisse faire un ticket pour une demande RH, effectivement. Et puis, inversement, un utilisateur un peu plus aguerri que le collaborateur, comme un utilisateur RH, qui puisse faire un ticket directement dans l'outil. Donc, c'est quelque chose qu'on garde en tête parce qu'effectivement, on sent que c'est une demande de plus en plus présente. On va poursuivre. Il y a d'autres questions, je ne les oublie pas encore une fois, mais on va juste poursuivre le webinaire et puis on prendra juste la continuité, la suite des questions juste après. On a vu qu'il y avait un certain nombre de bénéfices, mais quels sont les champs fonctionnels, paye, gestion administrative du personnel et RH, qui sont concernés par cette dynamique? Alors, les champs fonctionnels impactés, on peut les citer tous, mais on va le prendre dans l'exemple de la vie du collaborateur dans l'entreprise. En premier, notre collaborateur, il est recruté. Donc, on a tous les process de recrutement. Une fois qu'il est recruté, c'est-à-dire qu'on a identifié notre collaborateur, il n'est pas encore arrivé, on l'a simplement identifié, on sait que c'est lui qui va venir, mais il a un préavis dans son entreprise précédente, donc il n'est pas là. On va faire toute une phase de pré-boarding. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce pré-boarding? On va lui demander de nous envoyer son numéro de sécu, on va lui demander de nous envoyer son adresse, etc. pour préparer d'une part sa DPAE, déclarer son embauche, préparer son contrat pour qu'il puisse le signer le jour où il arrive, préparer éventuellement un ordinateur, un badge d'accès, des équipements de sécurité, une voiture. Donc, tout ça, c'est la phase de pré-boarding. Ensuite, on va l'accompagner aussi avec des processus de onboarding. Donc, dans le onboarding, je pense que c'est une des étapes les plus importantes du collaborateur. Si on n'est pas bien onboardé, on ne va pas se sentir bien dans l'entreprise. Donc, les étapes de onboarding, ça va être lui prévoir sa visite médicale, ça va être mettre à disposition tous les équipements dont il a besoin, planifier des formations, le faire rencontrer ses collègues, voilà. Donc, lui faire visiter éventuellement les différents sites. Donc,
toutes ces étapes-là, on va pouvoir les processer, faire interagir différents acteurs, parce qu'il va peut-être avoir par exemple une formation avec ses collègues, et puis une formation quand même avec le service d'à côté, parce qu'il a besoin d'avoir une vue un peu transverse. Donc on va pouvoir processer et enchaîner toutes ces étapes pour qu'au moment où il arrive, il ait l'impression de fluidité et d'avoir été attendu, que son arrivée soit préparée. Ensuite, on va passer dans le quotidien, on va dire, de la vie du collaborateur, avec toute la partie gestion administrative et paye, donc toutes ces données variables qui vont venir impacter sa paye. Donc on va processer tout ça. C'est le manager qui va demander les heures supplémentaires ou qui va éventuellement demander une prime. Sur la partie gestion administrative, on va essayer de donner un maximum d'autonomie aux salariés, c'est-à-dire c'est lui qui va déclarer qu'il a changé d'adresse, c'est lui qui va déclarer qu'il a changé de banque. Donc voilà, toutes ces parties un petit peu, on va dire, gestion administrative, on va les décentraliser au maximum sur le collaborateur. Ensuite, on va basculer sur des process qui sont plus RH, un petit peu moins paye, donc comme les entretiens, avec l'évaluation des compétences. Donc ces entretiens, on pourrait se dire que vont découler de ces entretiens l'attribution d'un bonus, par exemple, ou d'augmentation. Donc l'idée, c'est de centraliser tout ça dans la communication. En fait, l'objectif, c'est de centraliser toute la communication entre le collaborateur, le manager et le service RH dans l'outil. C'est-à-dire, on parlait de mail tout à l'heure, l'idée, c'est de plus avoir à envoyer de mail, de plus avoir à appeler et de centraliser toute cette communication. On va parler également de formation. Là encore, on va descendre jusqu'au collaborateur. C'est le collaborateur qui va pouvoir faire une demande de formation, où elle va pouvoir être faite par le manager pour un collaborateur particulier ou pour toute son équipe, en se disant, bon, mon équipe, il faudrait quand même qu'on monte en compétences en anglais parce qu'on a un petit peu des difficultés, voilà. Et puis, sur un point de vue un peu plus avec un peu plus de hauteur, on va dire, sur préparer la carrière et la succession de nos collaborateurs. L'avantage de centraliser toute l'information et d'avoir tout dans l'outil, ça va permettre d'avoir une vue un peu plus haute et de faire de la projection et de faire évoluer les collaborateurs. Merci d'être allé vite. Il y a Fabien qui est juste là, qui est en charge du temps de ce webinaire et qui nous met un petit panneau pour nous dire qu'il nous reste 8 minutes. C'est très bien, ça va nous permettre de poser quelques questions. Merci d'être allé assez vite sur cette slide-là. Et justement, moi, la première question que j'aurais envie de te poser, et je vous invite, vous qui êtes en ligne, à en poser également. On commence par quoi ? On commence par quoi ? Parce que, en fait, là, on a 5 grands pans fonctionnels. Ou par quoi commencent habituellement vos clients ? Voilà. Quelle est la bonne logique ? Plutôt, pardon, je vais préciser ma question. Quel est le périmètre qu'ils retiennent en règle générale ? Est-ce qu'ils prennent les 5 briques, 4, 3, 2, 1 et par quoi faut-il commencer plutôt que par quoi commence-t-il ? Alors, contrairement à ce que je vous ai dit juste avant, où je vous ai présenté les différents process possibles dans la vie du collaborateur avec son embauche, son pré-boarding, son onboarding, dans la réalité de mise en place d'un outil, c'est pas dans ce sens-là qu'on commence. Exactement. On termine par le recrutement. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, on va commencer par poser un socle. Qu'est-ce que c'est le socle ? C'est le dossier collaborateur, la gestion administrative et la paye. Donc, on va commencer par poser ce socle-là. Et ensuite, on va commencer généralement par la formation. Le process qu'on va mettre ensuite, c'est la formation. Pourquoi ? Parce que c'est cadré. Il y a de la réglementation, il y a de la loi, c'est assez facile. Il y a un catalogue de formation, une demande, une session. Parce que souvent, nos clients, ils savent qu'ils ont besoin de dématérialiser des processus, de les mettre en place, mais ils ne savent pas exactement quoi, pas exactement comment. Donc, pour que ce soit beaucoup plus simple à mettre en place et pour être sûr de partir dans la bonne direction, on commence par ce qui est concret. La gestion administrative, la paye, la formation. Et puis ensuite, on va se mettre sur les entretiens. Puis ensuite, on va se mettre sur les carrières. Et puis, on va finir globalement par le recrutement. Donc, généralement, ça se passe dans cet ordre-là. Paye, gestion administrative, paye, bien sûr. Ensuite, formation, entretien et recrutement. Paye, gap, formation, entretien, carrière et recrutement. Et il y a des périmètres qui sont plus ou moins retenus. Est-ce qu'il y en a qui disent, tiens, le recrutement, en fait, je ne prends pas ou... Alors, souvent, effectivement, on a des clients qui disent, moi, je n'ai pas beaucoup de turnover dans mon entreprise, j'ai une population qui est assez stable, je n'ai pas besoin
d'être suréquipés en outils pour du recrutement. Donc effectivement, ils ne prennent pas le recrutement. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, ils n'en ont pas besoin que dans 5 ans, le besoin n'aura pas changé. Donc on sera tout à fait en mesure, plusieurs années après, de venir rajouter une brique qui n'a pas été retenue au départ. Moi, je suis DRH d'une entreprise de 1000 salariés. Si je fais l'ordre logique que tu viens d'évoquer, ça prend combien de temps? Alors, le cœur gestion administrative paye, il faut compter entre 6 et 9 mois. Et ensuite, on va pouvoir faire deux modules en même temps sur 3 mois à peu près. Par exemple, formation, entretien, on va mettre à peu près 3 mois. Donc, si on veut le cœur gestion administrative paye, entretien, formation, on compte un projet d'environ 1 an. Sachant qu'on va pouvoir paralléliser un petit peu les deux, commencer la formation et les entretiens en parallèle de la paye, mais on fait aussi attention à ne pas surcharger nos clients, parce que ça va demander quand même un petit peu d'investissement côté client. Donc, effectivement, ça va dépendre aussi de l'organisation de nos clients. Si c'est des équipes dédiées, bien séparées, on va paralléliser. Sinon, on va se laisser le temps d'enchaîner l'un après l'autre. Je suppose que dans une phase de déploiement, de mise en œuvre, il n'y a pas qu'une approche produit. Non, bien sûr que non. Même si j'ai bien retenu ton titre, il y a une approche métier, service, conseil. Métier, conseil, effectivement. L'objectif, c'est de guider nos clients dans quelque chose qui sera efficace et efficient pour eux dans leur organisation. Donc, on va commencer bien sûr par une analyse de l'organisation de nos clients. Comment est-ce qu'ils sont structurés? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quelles sont les interactions entre les services? Et l'analyse, en fait, le produit, c'est un support. C'est vraiment juste un support pour pouvoir permettre à nos clients de travailler au mieux et dans de meilleures conditions. C'est juste un outil. Donc, l'analyse, elle est faite d'un point de vue métier. Et ensuite, nos consultants, qui sont d'abord des gens du métier, hein, pas des gens de l'informatique, des gens du métier, leur rôle, ça va être de se dire, bon, mon client, il fonctionne comme ça, moi, dans l'outil, je vais l'écrire comme ça. Mais ça, ce n'est pas le problème du client. On a quelques questions, je vais te les poser très rapidement, je vais te demander l'impossible, c'est-à-dire de répondre en 20 secondes. La première question, c'est moi qui vais la prendre, c'est Cindy qui est « Bonjour, y aura-t-il un replay de votre webinaire ?» Oui, Cindy, il y a un replay de notre webinaire. Gladys te pose la question suivante. La dématérialisation des échanges et l'utilisation de l'IA remplacera-t-il le capital humain d'ici plusieurs années dans le domaine de la paie? Non. Non, parce que… Alors, ça viendra compléter et faciliter. L'objectif de l'IA, c'est d'enlever les tâches sans valeur ajoutée. Mais l'IA ne vous fera jamais une analyse poussée de votre absentéisme, des raisons qui poussent vos collaborateurs à être absents. Voilà. L'objectif de l'IA, c'est effectivement, vous n'avez aucune valeur ajoutée à répondre aux collaborateurs qui vous demandent où est-ce que je peux trouver le règlement intérieur. Ça, l'IA le fera très bien pour vous. Par contre, effectivement, faire de l'analyse, ça nécessitera toujours de l'intelligence humaine. Et puis après, il y a la chaleur humaine que l'IA ne remplacera jamais. Peut-être que celui qui pose la question du règlement intérieur, il a d'autres attentes, qui est celui de rencontrer une vraie personne en vrai. Et ça, l'IA n'aura jamais un regard empathique ou une main chaleureuse dans le dos. C'était pour confirmer le fait que l'IA ne remplacera jamais, à mon avis, le service RH. Le service RH. Elisabeth te pose la question suivante. Vous utilisez un logiciel de paye ou vous adaptez au logiciel de paye de vos clients? On utilise notre logiciel de paye, mais on a aussi la possibilité de mettre à disposition uniquement les briques RH et gestion administrative de notre outil. C'est-à-dire qu'on peut très bien se caler sur le logiciel de paye de nos clients et ne mettre en place que les briques RH. Donc les deux, en fait. Les deux. Vous pouvez faire les deux. Tout à fait. Moi, j'ai 2 questions, parce qu'on termine toujours les webinaires Parlons RH toujours par 2 mêmes questions, qui sont quel est ton coup de cœur? Je fais un mélange des deux. Ton coup de com' et ton coup de cœur. Alors, mon coup de com', la publication de notre livre blanc que vous pourrez télécharger sur le site de Talentia d'ici le mois de mai. Sur quel sujet? Globalement, on va rester un peu dans le thème de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire que la paye au centre de l'expérience collaborateur et du service RH. Un livre blanc à télécharger sur le site de Talentia en mai. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, rien à voir avec le travail. Mais c'est bien ce qui est attendu. Ah, d'accord. Donc, je dirais le dernier grand chelem de l'équipe de France de rugby au tournoi Destination. C'est la plus belle émotion depuis quelques mois. Et voilà, la vie est faite d'émotions. Merci de nous en avoir donné ce matin. Merci à toutes et tous
d'avoir été présent. Merci beaucoup pour cette conclusion, parce que le rugby porte vraiment de belles valeurs qui sont souvent, à mon avis, très proches de celles de la fonction RH. Encore une fois, merci infiniment de ta présence et Merci Thomas. ton partage ce matin. Évidemment, il y aurait d'autres questions qui sont adressées en ce moment et on aimerait bien en parler pendant des heures, mais on essaye de toujours respecter le timing. Il est d'ailleurs 11h45 et donc pour ma part, je vous donne rendez-vous le 12 mai prochain, toujours à 11h, sur le thème suivant, recruter c'est bien, fidéliser c'est mieux. Et j'aurai le plaisir de recevoir Mathieu Martin, qui est cofondateur de 365 Talents. À bientôt à toutes et tous et merci encore Estelle. Merci beaucoup et merci à tous. De votre présence et dernier point, surtout, portez-vous bien.